Le jeune homme était là, assis dans cette chambre qu'il connaît depuis toujours. Seulement cette pièce si familière n'avait plus le même goût, la même saveur. L'ambiance tout entière avait changé. La pièce était vide. Enfin presque. Quelques cartons étaient là, éparpillés autour de lui. Il était déjà très difficile pour le jeune garçon d'accepter la perte de sa chère grand-mère, et il était d'autant plus quand tout cet univers, ce lieu porteur de souvenirs, partait avec elle. N'ayant ni le cœur ni l'envie d'aider sa famille au déménagement, le garçon, curieux, se dirigeait vers un carton sur lequel était inscrit « Photos souvenirs ». Pendant que la famille continuait le déménagement, le garçon, lui, découvrait des photos. Incroyable! Il n'en croyait pas ses yeux. Eh oui! Aussi improbable que cela puisse paraître, sa grand-mère fut jeune, comme lui. Il la voyait belle, pétillante et passionnée, dansant dans un club animé entouré de gens bien habillés et de musiciens enjoués. L'ambiance semblait si folle. 1961 était écrit à la main au dos d'une des photos. C'était l'une des plus belles pages de l'histoire du jazz. Plus le garçon découvrait les photos, plus un drôle de sentiment naissait en lui. Celui de la culpabilité. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais demandé à sa grand-mère ses centres d'intérêt. Comment elle avait rencontré son grand-père, par exemple, ou bien même sa couleur préférée. Il ne connaissait finalement pas grand-chose de son histoire, sa personnalité. Comment avait-il pu la côtoyer si souvent sans la voir réellement? Dans son cheminement, une mélodie que sa grand-mère lui chantait pour le bercer rejaillit de son esprit. En repensant à cette chanson que lui chantait sa grand-mère, des souvenirs lui revenaient. Il se souvenait de sa bonté, sa gentillesse, de son amour généreux. Elle était attentionnée et donnait toujours le meilleur d'elle-même, sans attendre en retour. Elle aimait cuisiner pour faire plaisir et aimait aussi jardiner. D'ailleurs, quelques années auparavant, le garçon se souvenait que sa grand-mère l'avait emmené au fond du jardin pour y planter un arbre. Elle lui avait dit alors, « Tu vois cette petite graine toute fragile? Elle deviendra un jour un grand arbre robuste. Il suffit juste de la nourrir régulièrement, d'être patient, et la magie opérera. Un peu comme l'amour qui se cultive aussi de la même manière. L'amour se cultive? » Comprenant à présent le sens de ces quelques phrases, le jeune homme imaginait sa grand-mère faisant les tâches ménagères pendant que son grand-père lisait le journal. À quoi pouvait-elle bien penser dans ces moments-là?
jeune homme avançait toujours dans ses découvertes lorsqu'il tomba sur une vieille boîte poussiéreuse. Que pouvait-elle bien contenir? Le garçon se hâta de l'ouvrir et tomba sur un journal intime. C'était celui de sa grand-mère. Il hésita quelques instants, puis finit par l'ouvrir. Il commença à lire et fut stupéfait de ses écrits. Plus il lisait, plus il se rendait compte que sa grand-mère n'était en réalité pas si heureuse qu'elle y paraissait. Une phrase retint particulièrement son attention. La phrase disait « Je me sens prisonnière, prisonnière de mes vieux schémas ancrés, telle une plume se faisant emporter dans l'interminable tourbillon d'un moulin à vent. » Pendant sa lecture, le garçon retomba sur la fameuse phrase que sa grand-mère lui avait dit auparavant. L'amour se cultive, suivi de « il se développe et grandit par lui-même. Il n'a besoin de personne pour donner de bons fruits. » Le jeune homme comprit que non seulement sa grand-mère était triste, mais elle était également en colère contre toute chose qui en contrôle d'autres, les privant ainsi de leur liberté. Il comprit aussi, en continuant sa lecture, qu'elle avait de quoi être en colère. Il lut un témoignage poignant, celui de sa grand-mère racontant que les parents de celle-ci étaient partis de la ville pour fuir l'oppression et le progrès qui ne cessait de croître. Ils aspiraient une vie calme, en nature où ils seraient en harmonie avec leur environnement et leurs valeurs. Ils achetèrent une maison au milieu des bois, un vrai coin de paradis, pour y élever leurs enfants. La grand-mère du garçon avait donc grandi au milieu des bois, lui permettant ainsi de s'imprégner de cette faune et cette flore abondante et de faire partie de ce monde sauvage. Elle y avait appris à reconnaître les oiseaux ainsi que leurs chants. Elle grimpait aux arbres et leur avait même donné des noms. Elle passait d'innombrables heures à chanter en forêt. C'était son exutoire. Mais le bonheur n'a pas duré. La civilisation se rapprochait de plus en plus et le vent dans les branches ainsi que le chant des oiseaux se transformait rapidement en coups de feu incessants. C'était la chasse. Mais le massacre ne s'arrêtait pas là. Le bruit des tronçonneuses retentissait dans toute la forêt et la petite fille de l'époque eut alors tous ces arbres centenaires, ses ancêtres, ses amis se faire abattre. Tous abattus dans la sauvagerie propre à l'homme, ne laissant derrière elle qu'une boue informe, n'ayant d'égal que celle des tranchées. Des souches arrachées çà et là, comme des shrapnels jetés au visage mouillé d'une plaine défigurée. Cette belle forêt sauvage était devenue ce que l'on appelle une forêt d'exploitation. La petite fille de nature enthousiaste ressentit pour la première fois un sentiment d'impuissance. Ce jour-là, quelque chose s'était cassé en elle. La petite fille ne pouvait s'empêcher d'imaginer la nature s'adresser à l'homme. Que pourrait-elle dire si elle pouvait parler?
Le garçon rassemblait ses pensées nouvelles issues des écrits de sa grand-mère. Se remémorant les moments partagés avec elle et prenant acte des découvertes faites à l'instant, il se souvint avec émotion ce que cela avait été de se rendre compte qu'il avait pu la côtoyer si souvent sans la voir réellement. Et, marqué par son combat à elle, il comprit, regardant par la fenêtre, voyant la jeune forêt pousser de l'autre côté, que l'amour inconditionnel de sa grand-mère, son don d'elle-même, en somme la vie qu'elle lui avait offert de vivre à ses côtés, n'était pas si différent du monde de dehors. Imaginant dans ses pensées le jeune arbre qu'il avait planté avec elle, le jeune homme comprit qu'il avait, avec patience et amour, donné à la fois à sa famille, mais aussi à la nature. Il comprenait mieux sa colère et son engagement envers le vivant. En un sens, la nature donne sans contrepartie, et elle est aimante aussi bien que ma grand-mère, pensait le garçon. Et si notre grand-mère à tous n'était autre que cette bonne vieille planète bleue? Tout compte fait, si nous vivons, nous mangeons, nous avons un toit, un confort de vie que nous pouvons aimer, respirer, admirer, c'est grâce à nos grands-mères. Qu'ai-je donc fait pour elles, sans en attendre en retour? Examina le jeune. Il se rendit compte, adolescent, qu'il succombait à quelques caprices et commençait à reconnaître qu'il pouvait l'être encore chaque jour. Ceux qui étaient là devant lui semblaient comme à sa disposition et il n'aurait qu'à prendre ce qu'il désirait quand il en avait l'envie. Mais à toujours prendre de plus en plus, on finit par épuiser sa source, un peu comme à la pause de 10 heures au collège, où tout le monde se rue sur les pains au chocolat jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Il éprouva son égoïsme à l'idée de ne pas avoir partagé plus souvent son goûter. Semblable à un grand champ florissant avant la récolte, ce dernier finissait vide. Il ne restait que peu de choses pour les autres vivants. Les animaux avaient-ils faim là dehors, songea-t-il? Ne suffirait-il pas de commencer à donner pour partager cette joie avec tous les autres vivants? Et si, comme l'idéalisait sa grand-mère, on pouvait simplement laisser plus de place à la nature, afin de ne pas devoir se substituer à elle pour l'aider à subvenir à ses besoins? Au début, l'idée de partager quelque chose qui semblait lui revenir de droit lui paraissait étrange. Mais finalement, son regard changea, non moins que les actes de son papy, se rappela-t-il. Le grand-père du garçon à l'époque trouvait ça tout à fait naturel de laisser sa femme s'occuper du ménage quand il lisait le journal. À cette période, cela paraissait tout à fait normal. Il songeait également, en se représentant la forêt coupée rase, vécue à travers les yeux de sa grand-mère, qu'il en était de même, dans un contexte bien différent, lorsqu'il s'agissait de partir au combat pendant la guerre. Celle que ses grands-parents avaient eux-mêmes connue. On pouvait alors être volontairement prêt à mourir pour sa nation. Cette idée nous semble folle à l'aube du jour où des robots font la guerre à la place des hommes. Après l'expérience des plaines de la Marne, nous avions abandonné l'idée de produire de tels événements tragiques. De la même manière, aujourd'hui, notre regard sur la forêt a changé. On commence à regarder la forêt autrement que comme des planches pour construire nos maisons ou que comme du combustible pour notre chauffage. Mais demain, cela nous paraîtra certainement aussi fou de ne pas l'avoir fait plus tôt, tout comme papy avait fini par aider grand-mère à faire la vaisselle. L'idée que notre regard sur le monde change, le monde germa chez le petit-fils. Il culpabilisait de ne pas avoir pleinement rencontré sa grand-mère, mais comprit qu'elle lui avait donné des pistes pour ne pas répéter la même erreur avec grand-mère nature.
avons-nous arrêté de changer notre regard sur le monde? Par cet événement à la fois triste et réconfortant, le garçon grandit soudainement et réalisa qu'il était comme un peintre face à son tableau, prêtant une attention nouvelle à la lumière, mais aussi aux zones d'ombre qui, ensemble, participent au contraste subtil, aux zones grises de la vie. Un juste équilibre.